Bonjour, Aslamanoun, Marahba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahou. Meshahou. Dans cet épisode, je rencontre Tinhinen Mezrich, alias Ipatin, artiste architecte. Avec Tinhinen, nous avons parlé d'architecture, de la volonté de retour même après un exil choisi. Et nous nous sommes attardés sur l'intégration dans son propre pays. Mais pas que. Merci à toi, Tinhinen, d'être venu nous raconter ta Meshahou, avec autant de douceur, d'espoir et de réflexion. Meshahou. Meshahou. Bonjour Tinhinen. Bonjour Taous. Ça va? Ça va, très bien. Et toi? Ouais. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Ouais. Et la première question que je pose à mes invités, c'est est-ce que tu veux bien te présenter à nous, s'il te plaît? Est-ce que je veux bien? Oui. Après, c'est toujours difficile de se présenter, mais je m'appelle Tinhinen. J'ai 27 ans, je suis architecte de formation et c'est difficile de définir ce que je fais finalement, mais ça m'arrive d'écrire, ça m'arrive de prendre des photos, ça m'arrive de dessiner et je poste tout ça sur Instagram généralement, donc voilà un petit peu. Et pourquoi tu as choisi Instagram et pas un autre support par exemple? Un blog ou je sais pas. Parce que Instagram c'est plus facile. Ouais. Il faut dire que je pense déjà à l'idée du blog, mais en même temps je trouve qu'Instagram c'est plus facile et ça permet de toucher plus de gens, plus de monde. Parce que personnellement ce que je fais, moi je vais pas traîner sur des... Même si parfois je tombe sur des blogs fort intéressants, mais c'est pas l'une de mes pratiques sur Internet. Donc je me suis dit que si j'existe sur Internet, ça serait bien d'intéresser des personnes qui partagent un petit peu mes mêmes pratiques. Ouais. Donc voilà, même si je pense actuellement peut-être à un blog, mais Instagram c'était plus facile de faire ça. Ça prenait moins de temps, c'était une plateforme déjà prédéfinie, j'allais pas me prendre la tête avec ça. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire quel type d'enfant tu étais? Alors, je dirais que en fait, parfois je me dis que peut-être que j'étais une enfant perturbée. Parce que j'étais très effacée, très retirée. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais l'aînée de la famille, quoi, de ma petite fratrie. Et du coup, ça impliquait certaines responsabilités. On est enfant, on n'a pas de responsabilité. Mais voilà, il fallait être un enfant modèle. Il ne fallait pas faire de bêtises. J'avais des parents assez stricts, donc il ne fallait pas faire de bêtises, il ne fallait pas faillir. Il fallait être l'exemple. Et comme il fallait être l'exemple, le plus facile, c'était d'être discrète, d'être la plus effacée possible. Donc j'étais ça. En bref, j'étais ça. J'étais très sage, j'étais bonne à l'école. Et voilà, j'essayais de ne pas m'attirer trop d'ennuis pour être la plus effacée possible. T'as grandi à Alger, Tinhinen? J'ai grandi à Alger, même si je n'y suis pas née. Je suis née à Sétif. Et j'y ai vécu jusqu'à mes 2 ans et demi à peu près. Puis on est rentré à Alger.
Et j'ai vécu dans la banlieue ouest d'Alger, du côté de Cheraga, où j'ai passé 23 ans de ma vie, Ouais. enfin un petit peu plus même. Et donc voilà, j'ai grandi là-bas. Et du coup, c'était quoi la vie d'une adolescente à Cheraga? C'était lecture, beaucoup de lecture. Je sortais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup d'amis parce que mes fréquentations du lycée, enfin peut-être même à partir de l'école primaire, je sentais qu'ils étaient quand même assez différents, dans le sens où, comme à la maison, j'étais surprotégée peut-être, je sortais pas beaucoup, j'étais pas très en contact avec les enfants de mon âge, donc finalement on n'avait pas trop les mêmes centres d'intérêt. Et je me retrouvais pas dans leurs discussions, je me retrouvais pas dans leurs jeux, j'étais tout le temps entourée d'adultes à la maison, et même mes cousins, cousines, ils étaient tous plus vieux que moi, donc j'avais pas les mêmes centres d'intérêt, ce qui fait que j'avais pas beaucoup de copains, de copines à l'extérieur. Et j'écrivais, parce que comme j'avais du mal à parler aux gens de mon âge, faute de centre d'intérêt commun, je me retrouvais dans ma chambre à écrire à noircir des pages et à me parler à moi-même, en quelque sorte. Donc c'était ça, ma vie d'adolescente se résumait principalement à ça, à la lecture et à l'écriture, et un petit peu au dessin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais enfant, ma maman était très, très stricte, il fallait que tout soit à sa place. Et comme j'étais une enfant très créative, ça voulait dire éventuellement un petit peu mettre la pagaille un petit peu à la maison. Ouais. Donc c'était interdit, tout simplement. J'avais pas le droit de sortir mes crayons de couleur, j'avais pas le droit de sortir ma palette de peinture parce que ça risquait de mettre un désordre pas possible. Donc ce n'est qu'une fois que j'ai atteint l'adolescence, on va dire, que j'ai commencé à dessiner et à peindre, parce qu'à ce moment-là, elle me responsabilisait, elle me disait, écoute, si tu fous la pagaille dans ta chambre, il faudra tout ranger. Ouais. Et ça a fait de moi quelqu'un d'aussi maniaque qu'elle, finalement, mais de plus responsable, et voilà. Donc voilà, je dessinais, j'écrivais, c'était plus porté sur tout ce qui est artistique. Et du coup, t'es l'aînée, t'as combien de frères et sœurs? J'ai 3 sœurs. Et du coup, ta maman qui était ou elle est toujours, une femme, en tout cas une maman stricte, elle faisait quoi comme métier? Alors, ma maman est ingénieure en statistique, donc elle est très portée sur les chiffres, très rationnelle. Ouais. Et du coup, elle travaillait dans son domaine de formation. Par contre, elle a fait ça que pendant les premières années de mon enfance. Ensuite, elle a arrêté de travailler pour se consacrer pleinement à l'éducation de ses enfants. Donc elle a toujours pas arrêté de travailler puisqu'elle était mère au foyer. Exactement. Et c'est un énorme boulot. Elle a arrêté d'avoir un salaire. Voilà, c'est vrai. Bah oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'elle dit en plus. Donc elle s'est totalement dédiée à notre éducation, et voilà, on sera jamais assez reconnaissante par rapport à ça. Tu t'entends bien avec tes sœurs? Plus ou moins. Ouais. La plus jeune, elle a quel âge? La plus jeune a 18 ans. D'accord. 17 et demi, elle passe son bac cette année, donc même la plus jeune n'est pas assez jeune. Enfin, si, peut-être. Mais voilà, la plus jeune, c'est mon double, on va dire. On est vraiment pareil, d'ailleurs on se ressemble beaucoup. Ok. Et donc on s'entend plutôt bien, ça va. Ouais. Il y a des hauts et des bas, je pense, comme dans toutes les fratries finalement, mais ça va. Ouais. Le fait d'être l'aînée, à ton avis, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique artistique? Et est-ce que ça t'a apporté quelque chose, par exemple? Je ne suis pas sûre. Enfin, je suis certaine que le fait d'être aînée a beaucoup forgé mon caractère. Et que c'est ce caractère qui se reflète à travers mes pratiques artistiques, certainement. Et peut-être que le fait d'être l'aînée, ça m'a incité à avoir des activités individuelles que je voulais faire indépendamment de mes petites sœurs. Et je voulais vraiment avoir quelque chose qui ferait que je vais me retirer,
faire mon petit truc et me retrouver dedans, de me reconnaître dedans, sans être associée au reste de ma petite famille, de mes petites sœurs. Parce que finalement, on est tout le temps associé à ces petits êtres qui sont venus après soi. Et on a besoin d'avoir sa propre activité. Donc je pense que ça m'a poussée vers ça d'une certaine manière. Après, comment ça se reflète à travers mon art, je ne saurais te dire. Est-ce que tu avais des posters dans ta chambre? Déjà, est-ce que tu avais une chambre à toi? Je partageais ma chambre avec ma sœur. Il y avait 3 ans d'écart entre nous. On partageait la même chambre. Moi, je mettais pas de poster sur mes murs parce que c'était interdit quand j'étais plus jeune. D'accord. Et donc, j'ai gardé cette interdiction-là. Alors que ma sœur aussi, elle mettait ses petits trucs que je détestais d'ailleurs. Je trouvais ça... J'aimais pas qu'elle accroche des choses au mur. Je voulais avoir ces murs bien propres, qui ne soient pas personnalisés. C'est bizarre de dire ça, mais je voulais pas que mon espace me ressemble. D'accord. Il fallait que tout reste à l'intérieur. Il fallait pas que ça se voie. C'est pas n'importe qui rentre dans ma chambre qui va voir mes centres d'intérêt. Non. D'accord. Je sais que ça peut paraître étrange, mais voilà. Donc j'avais pas de poster. Ouais. J'avais pas de choses représentatives sur mes murs, ni sur mon bureau, ni nulle part ailleurs. Oui, puisque t'aimes pas ça. T'aimes pas qu'on voit... Aujourd'hui, c'est différent. C'est bizarre, mais aujourd'hui, c'est différent. Mais à l'époque, non. Donc, t'es au lycée, tu obtiens un bac? Oui. Oui, tu fais un bac quoi? Un bac sciences. D'accord. Et après, tu fais quoi? J'obtiens mon bac et je sais pas trop quoi faire. Parce qu'en fait, pendant toute ma scolarité, j'étais assez bonne. J'étais pas excellente dans ce que je faisais, mais j'étais très régulière. Donc j'avais de bonnes notes, pas très très bonnes, mais j'étais régulière. Après, je crois que comme tous les lycéens, ou les lycéennes qui étaient plutôt bonnes, il y avait cette idée selon laquelle il faut avoir son bac avec une bonne moyenne pour faire quelque chose dans les sciences médicales. Et il y avait ma mère qui me disait « Mais non, t'es pas faite pour ça, toi !» Ah, oui. Elle me disait « T'es pas faite pour ça, mais bon, si tu veux faire ça, vas-y !» Finalement, j'ai eu mon bac et j'ai pas eu la moyenne pour faire dans les sciences médicales. Par contre, quand j'étais enfant, ma mère me disait « Tu seras architecte ». D'accord. Pour elle, c'était une évidence. Tu vas être architecte. Pourquoi, maman? Parce que tu as l'air d'avoir le profil pour en devenir une. Et une fois que j'ai eu mon bac, ma mère n'a pas voulu se prononcer. Elle voulait pas m'imposer quoi que ce soit. Elle me dit, tu fais ce que tu veux. Et d'un autre côté, il y avait mon papa qui me disait, écoute, ça serait bien que tu fasses une profession libérale. Quelque chose qui va te permettre plus tard de travailler à ton compte. Et lui, il fait quoi, ton papa? Pardon. Mon papa, il est informaticien. D'accord. Donc, il m'a dit, ça serait bien que tu fasses quelque chose à ton compte. Et je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix, là. C'est pas comme si j'avais eu mon bac avec une super moyenne qui allait me permettre de faire tout et n'importe quoi. Alors, vas-y. Il m'a dit, vas-y pour architecture. Donc, voilà. Donc, finalement, ma fiche de vœux après le bac, mes 3 premiers choix, c'était architecture. D'accord. Alors que j'étais même pas sûre de vouloir faire ça. Voilà. Et donc après le bac, j'étais pas trop convaincue de mon choix non plus. Du coup, j'ai repassé le bac. D'accord. Enfin, je me suis inscrite à repasser le bac. Pendant ta première année de fac? Pendant ma première année de fac. Parce que je suis rentrée à la fac en me disant non, c'est pas fait pour toi. Non, c'est pas ça que tu veux faire. Ou là, peut-être que c'était plus... C'est ce qu'on veut que tu fasses et toi tu vas essayer de faire autre chose parce que tu vas pas écouter ce qu'on te dit de faire. Et finalement au bout de ma première année, je me suis rendu compte que j'étais très bien là où j'étais. Et j'ai continué en archi. Voilà. Et ça s'est passé comment tes années fac? D'un point de vue académique, ça s'est bien passé, ça s'est même très bien passé parce qu'après mon bac, je voulais intégrer une école. Encore une fois, j'ai pas eu la moyenne pour le faire, donc j'ai fait mes 2 premières années de fac à Blida, à la fac.
Et à partir des 2 premières années, on a le droit de passer un concours pour intégrer l'EPO, qui est l'école que je voulais intégrer dès le départ. Donc, comme j'étais bien dans mes études, je me suis inscrite au concours, je l'ai passé sans grande conviction, mais je l'ai eu. Donc, au bout des 2 premières années, je suis revenue à Alger pour poursuivre mes études à l'EPO. Et ça s'était très bien passé, je me suis beaucoup épanouie parce que je me suis rendu compte que le fait de faire des études en architecture, c'est pas que ça m'a réconciliée avec l'art, parce que déjà ça allait bien, mais ça m'a permis d'apporter une vision technique sur ce qui est artistique, mais très technique. Et c'était un réel plaisir de pouvoir allier passion et études, et rendre fiers ses parents, et s'assurer un avenir entre guillemets, mais vraiment entre guillemets. Et donc voilà, j'étais bien pendant mes années de fac, j'ai été très très épanouie, peut-être que c'était parmi les plus belles années de ma vie. Ouais. Du coup, tu deviens architecte. Oui. Et après? Alors, je deviens architecte et j'ai suivi un parcours qui... En fait, quand j'ai passé mon diplôme, la plus grande partie de ma promo faisait ses démarches pour partir. Pour partir à l'étranger. Pour partir à l'étranger. Bon, ce qu'il faut aussi, une petite précision que j'ai omis d'évoquer, c'est qu'après mon bac et après que je n'ai pas été contente de faire architecture, j'avais entamé des démarches pour partir juste après le bac, peut-être juste après ma première année de fac. Et c'est tombé à l'eau parce que j'étais bien à la fac finalement. D'accord. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé d'avoir plusieurs options devant moi. Peut-être que c'était pas la bonne stratégie parce que je me concentrais pas sur une voie bien précise. Et c'est pour ça que finalement je m'étais réinscrite pour passer mon bac. J'ai entamé des démarches pour partir faire mes études ailleurs. En parallèle, je poursuivais mes études. Et c'est exactement ce qui s'est passé après l'obtention de mon diplôme. Donc, comme tout le monde, j'avais entamé des démarches pour partir, pour aller à l'étranger, pour aller en France. Et en parallèle, donc, j'ai obtenu mon diplôme avec brio. Et aussi, j'ai été recrutée le jour de ma soutenance parce qu'il y avait une sorte de chasseur de tête à l'époque. Dans mon école, on invite comme ça des gens qui sont du milieu professionnel et qui sont censés repérer des personnes pour éventuellement leur proposer un contrat de travail. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc, on m'a proposé de commencer à travailler juste après l'obtention de mon diplôme. Donc, j'étais là, j'étais déchirée. Je me suis dit, mais attends, c'est pas normal. Les gens, en général, ils terminent leurs études, ils prennent 3-4 mois pour se reposer, tout ça. Mais c'est pas possible, comment je vais faire? Et finalement, j'ai pris la décision de partir. Donc, je suis partie poursuivre mes études en France, à Paris. Et j'ai entamé un master là-bas. Et j'étais pas bien. J'étais pas contente de mon choix parce que entre-temps, pour partir, une fois que j'avais obtenu mon visa, j'ai quitté mon emploi que j'avais accepté. Donc, j'avais commencé à travailler pendant près d'un mois, puis je suis partie. Puis j'étais pas heureuse de mon choix au bout de quelques mois là-bas. Je me suis dit que j'étais peut-être pas partie pour les bonnes raisons. Je me suis réellement questionnée sur ça. Mais qu'est-ce qui faisait que tu n'étais pas bien là-bas? J'étais partie pour l'apprentissage, pour te dire. Je me suis dit, je vais aller là-bas, je vais faire des études plus poussées. J'aimais beaucoup les études que je faisais ici, donc je me suis dit, ça va être génial parce que c'est un autre environnement. Peut-être qu'on mettra à ma disposition des moyens que j'avais pas ici, et ça me permettra de grandir en tant qu'architecte. Et finalement, une fois là-bas, j'ai été un petit peu déçue. Peut-être que c'était par rapport au choix de programme que j'avais fait. Et je me suis rendu compte que je n'apprenais pas grand-chose, que ça me coûtait plus que ça ne m'apportait. C'était plutôt ça. J'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes quelques amis parce que déjà à la fac, j'avais commencé à avoir ma petite bande d'amis. J'étais pas aussi solitaire qu'au primaire. Exactement, ça allait beaucoup mieux de ce côté-là.
Et en même temps, je culpabilisais parce que je me disais, écoute, contrairement à certains de tes potes qui tenaient réellement à partir, toi, t'as été accepté dans une école, t'as pu y aller, tu y es, quoi. Alors qu'il y a des gens il y a des amis à toi qui n'ont pas eu cette chance ou qui t'envient et qui voudraient être à ta place. Comment est-ce que tu peux dire que ça va pas alors que voilà, t'es dans les meilleures conditions qui soient? Mais, encore une fois, ça m'a travaillé et je me suis dit non, t'es pas partie pour les bonnes raisons. Et peut-être que les choses que d'autres personnes souhaitent faire, c'est pas ce que tu veux faire, toi, finalement. Peut-être que tu veux prendre un chemin différent et que peut-être que la réussite pour toi, ça n'a pas la même définition que celle de tes parents ou celle de tes amis, etc. Et donc j'ai décidé de rentrer. Et je suis rentrée. T'as pas fini ton master? J'ai fini mon semestre. Non, j'ai pas fini mon master, j'ai fini mon semestre. Ça s'est bien terminé, j'ai eu de bons résultats et tout. Et je suis rentrée. Je suis rentrée et là, c'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile parce que c'est difficile d'expliquer ce genre de décision. C'est très difficile on a constamment ce besoin de se justifier. Pourquoi c'est quelque chose que tout le monde veut faire? Pourquoi toi, quand tu as eu l'occasion de le faire, tu es revenue? Mais t'es folle. Mais c'était ça, t'es folle, ça va pas. Alors que c'était réfléchi. Et jusqu'à présent, je ne le regrette pas. Ce n'est pas quelque chose que je regrette. Mais c'était difficile d'avoir à se justifier au départ. Les quelques mois, les quelques premiers mois, on va dire jusqu'à 3 mois, après mon retour, c'était très compliqué. Auprès de la famille, auprès des amis, auprès des personnes très, très éloignées qui avaient entendu, qui avaient appris la nouvelle comme quoi j'étais partie, et puis qui ont appris cette même nouvelle comme quoi j'étais revenue. Même ces gens-là à qui je parlais presque jamais venaient demander pourquoi. À un moment donné, on se dit, c'est ma décision, arrêtez. J'ai pas besoin de me justifier. Mais on a besoin de se justifier finalement. Et puis à un moment donné, je me suis mise... Les gens ne comprenaient tellement pas qu'on se met à inventer des excuses. Des excuses que n'importe qui accepterait. Comme quoi? Des choses du genre, oui, j'ai eu des soucis personnels, il fallait absolument que je rentre. Alors qu'en fait, c'était pas ça. C'était pas ça. En fait, l'excuse de c'était des soucis personnels, j'ai dû rentrer, et personne ne va chercher à savoir ce que c'est. Donc c'était ça, c'était ma façon de clore le sujet. Et puis aujourd'hui, j'en parle. Et déjà quelques temps après ça, je me suis mise à en parler. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient dans la même situation. Et que finalement... Beaucoup de gens n'osaient pas faire le pas, ce n'est pas une chose que je conseille. Attention. Je ne suis pas en mesure de conseiller ça à qui que ce soit. Mais ça a fait que d'autres amis qui étaient partis aussi à la même période que moi sont revenus maintenant. Sont pas revenus, mais ils sont venus vers moi 3 ans plus tard pour me dire, écoute, toi t'as sauté le pas, nous aussi on veut le faire et on hésite. Je suis pas là pour conseiller à qui que ce soit, mais je pense que ça aide de savoir que ce sont des idées qui nous traversent la tête, ce sont des idées qui nous viennent à l'esprit, qui nous traversent l'esprit, et que c'est normal parfois de regretter d'être parti. C'est normal de vouloir revenir. À quel moment tu t'es dit ouais, j'ai pris la bonne décision de rentrer? Quand j'ai vu le bonheur de ma mère de me revoir, parce qu'elle était très contente, vraiment. Et en fait, ma mère et moi, on n'est pas très très proches. Enfin, ma mère, c'est pas... Comme je t'avais dit, c'est quelqu'un de très strict. Elle n'est pas très très expressive. Elle est statisticienne. Hein. Donc, mon père aussi l'est, donc c'est pour ça que je comprends. D'accord. Voilà. Donc elle n'est pas très expressive quant à ses émotions. Par contre, quand elle a réalisé que j'allais partir, c'était comme si la terre s'effondrait sous ses pieds. Et je lui parlais tous les jours, sachant que quand j'étais là, c'était pas le cas.
C'était une relation plutôt cordiale, comment ça va, et puis ça s'arrête là. Mais une fois que j'étais partie, elle demandait constamment de mes nouvelles. Et elle voyait que ça n'allait pas trop bien. Du coup, quand je suis rentrée, j'ai senti le soulagement. J'ai senti qu'elle était contente de me revoir et qu'elle était contente de m'avoir à ses côtés. Et j'étais contente de retrouver ma famille. Et d'être... et de voir qu'eux ne posaient pas de questions. Quand j'ai dit que j'allais rentrer, eux, ils m'ont dit « Ok, tu nous dis quand est-ce qu'on doit venir te récupérer de l'aéroport. » C'était comme ça. C'était tout aussi simple. Et donc ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, oui, j'ai pris la bonne décision parce que cette fois-ci, j'étais entourée par des gens qui peut-être ne comprennent pas, mais qui acceptent ça. Donc voilà. Et du coup, cette expérience-là, maintenant en prenant du recul, qu'est-ce que tu peux en tirer de bon, de positif? D'une part, je suis fière de moi d'avoir pris assez de recul pour prendre conscience du fait que j'étais partie pour les mauvaises raisons à cette époque-là, à cette période-là. Du coup, je me dis que certaines choses dans la vie peuvent être repoussées. Ça m'a fait prendre conscience aussi que c'est pas parce que tout le monde emprunte un chemin que c'est le chemin qu'il nous faut, qu'il me faut à moi. Ça veut pas dire que c'est le chemin qui va me convenir. Et ça m'a appris que parfois on n'est juste pas encore prêt. Et il faut l'accepter. Le fait d'être revenue, ça m'a permis de vivre plein de choses que je n'aurais pas vécues si j'étais pas revenue. Et des choses que je ne regrette absolument pas. Donc je suis certaine que si j'étais restée là-bas aussi, j'aurais vécu plein de choses. C'est une évidence. Mais j'ai aussi pris conscience qu'il fallait pas avoir des regrets dans la vie. C'est juste... Et quand on prend une décision et qu'on veut revenir en arrière et que c'est possible, il faut oser le faire. Et du coup, aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit? Rester, partir pour mieux revenir? C'est compliqué. À mon retour, j'envisageais de rester définitivement parce qu'il y avait le Hirak, parce que je suis revenue à quelques mois du Hirak. Et donc, ça m'a confortée un petit peu dans ma décision finalement. C'était beau parce que j'étais revenue et puis juste après, il y a eu cette explosion à l'échelle de tout un pays. Le fait de voir un peuple uni comme ça dans ses différences et cette volonté de changer les choses qui me poussait à partir, finalement, ça m'a vraiment confortée à mon retour. Et aujourd'hui, ça paraît quand même assez lointain, c'est bizarre, parce qu'il y a eu cette coupure Covid où le temps a eu l'air... C'est comme si le temps s'était arrêté et que ça m'a permis de réfléchir. Je pense que tout le monde a vécu une certaine déception. Là, l'espoir qu'avait fait naître le Hirak est quelque peu remis en cause par tout le monde, finalement. Donc, cette volonté de rester définitivement n'est plus. Tout ça pour dire pour faire simple. Faut se barrer. Faut se barrer, je sais pas. Non, peut-être partir pour mieux revenir. Oui, je sais pas, parce que on aura toujours ces attaches. Toutes ces choses qui m'ont poussée à revenir en premier lieu seront toujours là. Donc je me dis que même si je repartais, je finirais par revenir d'une façon ou d'une autre. Donc le départ pour de bon, je ne l'envisage pas. C'est juste pas possible. À moins de prendre toutes les choses qui m'attachent à l'Algérie, ce qui est impossible, je ne pense pas pouvoir partir définitivement et ne plus regarder en arrière. Mais rester non plus n'est pas une solution. Et à part ta famille, quelles sont ces choses-là qui te rattachent à l'Algérie? C'est toutes ces choses qui finalement se rapportent à ce que je produis, à ce que je crée sur le plan artistique. C'est cette nostalgie, c'est ces odeurs, c'est ces sons, c'est
même toutes ces choses qu'on déteste quand on marche dans la rue, qui finalement, quand on n'est plus là, nous manquent. Donc c'est toute une ambiance. Je disais à un ami quand j'étais à Paris que là-bas, le froid est dans les cœurs. Et effectivement, on sentait cette froideur qui, peut-être c'est aussi parce qu'on ne se sent pas chez soi. Peut-être que même si on rencontrait des gens merveilleux, super souriants, attachants, gentils, accueillants, ce que tu veux, mais sous d'autres cieux, on se sentirait quand même pas chez soi. Donc ce qui m'attache à l'Algérie, c'est un sentiment d'appartenance avant tout. Elle m'appartient comme je lui appartiens, et même si parfois on nous fait croire qu'elle ne nous appartient pas, mais elle nous appartient finalement. On ne peut pas laisser quelque chose d'aussi grand derrière soi. C'est juste pas possible. Tu la trouves grande, l'Algérie ? Je la trouve grande, oui, dans sa variété, sa diversité. Je la trouve grande parce que c'est impossible d'en parler de façon exhaustive. Et elle porte tellement de choses qui font sa grandeur, du positif comme du négatif. C'est très difficile de décrire le sentiment qu'on a envers l'Algérie. C'est presque impossible. Et peut-être que c'est dû à cette grandeur, à cette complexité aussi. Et du coup, tu te sens comment en tant que femme algérienne vivant en Algérie et à Alger plus particulièrement ? Mon rapport à cette question est assez compliqué parce que très souvent je me pose pas cette question. Je me pose pas la question de est-ce que je ne peux pas faire certaines choses parce que je suis une femme ou parce que je ne veux pas les faire, ou parce que je n'ose pas les faire. Et je me dis que c'est pas facile d'être une femme en Algérie, mais ça veut pas dire que c'est plus facile d'être un homme. Après c'est vrai que... Ça on en discutera. Non mais je me dis que après ça dépend un petit peu des facteurs qu'on prend en compte. Mais je me reproche parfois de choisir l'excuse de je suis une femme comme étant une solution de facilité pour ne pas oser faire, pour ne pas oser carrément. Mais une raison de facilité ou une raison de confort c'est des questions que je me pose. Parce que je ne pense pas que ça soit aussi facile que ça. De ne pas oser faire quelque chose. Tout acte a des conséquences. Et pour 36 000 raisons, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, des fois on est fatigué, on se dit je passe mon chemin et je vais pas aller sur ce chemin-là qui de toute manière, que ça soit la société ou que ça soit à plus petite échelle la famille ou le copain ou les copines m'interdisent de prendre ce chemin-là. Donc oui, d'accord, c'est pas grave, je vais trouver autre chose. Effectivement, je ne peux qu'être d'accord avec toi parce que finalement on a juste pas envie de tenir tête à la société. Et donc effectivement, c'est une solution de facilité aussi. Et c'est une solution, c'est vrai, c'est par lassitude, par fatigue. De devoir se battre 2 fois plus pour faire quelque chose qui aurait pu être simple. Mais parfois, je me reproche de ne pas me battre 2 fois plus. C'est plutôt ça que je voulais dire. C'est que parfois, je me reproche le fait de me dire t'es une femme, donc non, ça se fait pas. Non, j'ai rolonasse. Non. Et puis parfois aussi, je m'en fiche un peu. Parce que l'avantage au fait de ne pas essayer de s'intégrer fait que même les retours négatifs, c'est pas qu'ils ne nous atteignent pas, ils ne nous parviennent pas. Bon, déjà, c'est compliqué tu dis le mot intégration, de parler de ce mot-là dans son propre pays. C'est vrai. Parce que je disais juste avant qu'il y a un sentiment d'appartenance, comme quoi j'appartiens à un pays dans lequel je ne m'intègre pas. C'est bizarre.
T'as raison. Ouais. Et normalement, c'est vrai que la question ne devrait même pas se poser. Ouais. Et voilà. Et là, ma question, c'est quel est ton ressenti en tant qu'artiste, femme algérienne vivant à Alger? J'ai l'impression que mon art intéresse plus les femmes. Déjà, il y a ce constat qui revient à chaque fois. Et c'est quelque chose qui te fait plaisir ou pas? Ou c'est pas une question que... D'une part, ça me fait plaisir, mais d'autre part, je me rends compte aussi que même les hommes qui s'intéressent à ce que je fais, c'est parce que je suis une femme. Et donc, ils disent qu'il y a quelque chose de féminin, que ce soit dans mes illustrations, que ce soit dans mes écrits, que ce soit même dans les petites légendes qui accompagnent mes photos. On me dit oui, on sent cette sensibilité féminine et c'est pour ça que ça les intéresse. Donc, parfois, effectivement, ça fait plaisir et d'autres fois, je me dis oui, mais et si c'était un homme qui réfléchissait comme ça ou si c'était un homme qui produisait ça, en quoi est-ce que ça en ferait quelque chose qui aurait qui toucherait moins de monde? Et je me pose aussi la question de est-ce que réellement c'est le fait que je sois une femme qui me pousse à produire des choses qui ressemblent à ça? Et donc, mais après je ne pense pas qu'il y ait du négatif à ça. Je vais pas m'en plaindre. C'est une réalité et puis bien sûr. Et t'as pas à t'excuser, hein. Voilà. T'es une femme. Voilà, ça vous plaît, c'est cool. Avec ta sensibilité, qu'elle soit féminine ou autre, hein, c'est pas... Exactement. Et du coup, parfois, j'ai l'impression que les hommes qui ont un excès de virilité, ceux que je connais en tout cas, auraient presque honte à dire ah oui, c'est mignon ce que tu fais. C'est drôle, je trouve ça amusant plus qu'autre chose. Voilà, et ça me fait plaisir quand même. Donc c'est très plaisant. Aujourd'hui, est-ce que tu as un métier avec un salaire à la fin du mois? C'est une bonne question. J'avais ça il y a encore quelques mois. Et en tant qu'architecte? En tant qu'architecte, oui. Donc j'ai travaillé en tant qu'architecte pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, je me suis posé certaines questions qui ont fait que, encore une fois, je me suis demandé est-ce que j'allais dans la bonne voie, est-ce que je prenais la bonne décision. C'est une décision très difficile à prendre. C'est très difficile de se tenir face au fait que peut-être qu'on ne veut pas rentabiliser ces années d'études. Parce que mine de rien, j'ai fait 7 ans d'études finalement. C'est très difficile de faire accepter ça à ses parents, à sa famille. Mais après, je leur ai bien expliqué que c'était pas l'unique voie. Et sans réellement être radicale par rapport à ma décision, je me suis dit, attends, tu vas prendre une petite pause parce que tu as travaillé pendant 3 ans sans congé, sans te reposer, sans te recentrer sur toi-même, en te dévouant totalement à ton métier. Et il y a cette chose que j'aime bien dire, c'est que dans mon ancien emploi, j'évoluais en tant qu'architecte, mais moi en tant que passionnée. Et ça me consumait. Et j'avais besoin de cette passion au quotidien. J'essayais d'allier les deux, mais ça marchait pas. Parce qu'à un moment donné, le travail, ça essaye de prendre le dessus. Et j'étais dans un environnement où on m'imposait le fait de laisser tout ce que j'avais à côté de côté. Et ça paraissait bizarre que je dise ah bah non, moi je vais pas travailler le week-end, c'est pas possible. Non, je peux pas faire d'heures supplémentaires. On me disait oui, mais t'es pas mariée. Et ça me semblait, mais c'était aberrant de dire oui, mais t'es pas mariée, tu vas rentrer chez tes parents, il y aura toujours quelqu'un qui va cuisiner pour toi. Il y aura toujours quelqu'un. Toi, tu vas juste rentrer, manger et dormir. Donc, pourquoi est-ce que tu te plaindrais? Et là, je me suis dit, ah, mais du coup, toutes ces femmes qui ont des enfants, qui ont des maris, qui ont un foyer à gérer et à qui on impose aussi des horaires de travail pas possibles, donc, comment elles font? Donc, après, c'était toutes ces circonstances, toutes ces conditions de travail, en plus
autres déceptions professionnelles qui ont fait que j'avais besoin de souffler. Et je m'étais donné quelques mois. Je suis toujours dans les quelques mois, mais j'ai dépassé un petit peu. J'ai dépassé un petit peu les délais qui m'étaient impartis pour ce repos que je voulais prendre finalement. Et je pensais qu'au départ, je m'étais donné 3 mois. Je me suis dit 3 mois, c'est beaucoup. Étant quelqu'un de très actif, de quelqu'un qui travaille énormément, je me suis dit que 3 mois, ça allait être énorme. Je vais faire une dépression, je vais pas supporter de rester chez moi. Et puis finalement, ça s'est bien passé parce que c'est pendant cette petite période-là, quand on m'a proposé de faire une expo, que j'ai beaucoup plus, que je me suis beaucoup plus dédiée à l'art. Et donc, je suis bien. Pour l'instant, ça va. Je me sens bien dans mes 3 mois prolongés, dépassés. Prolongation. Voilà. Et donc non. Pour répondre à ta question, j'ai pas de métier qui m'apporte un salaire stable à chaque fin du mois. Par contre, je donne des cours de dessin et ça m'apporte énormément de bonheur. Je donne des cours de dessin à des enfants depuis quelques temps, depuis un petit peu plus d'1 mois. Et ça a été une révélation pour moi. Je voulais même encore poursuivre mes études, faire un doctorat pour pouvoir enseigner, transmettre le peu de connaissances que j'ai. Et après, je me suis rendu compte que le milieu académique pur et dur ne me convenait pas non plus. Trop de choses ne me conviennent pas, c'est pas possible. Et donc, quand on m'a proposé de donner des cours de dessin à des enfants, j'ai dit, mais attends, enfin, c'est pas des cours de dessin seulement, c'est des cours d'art en quelque sorte pour faire ressortir, pour déceler un petit peu ce qui les passionne dans le processus créatif sans leur imposer une technique particulière. C'est voir un petit peu l'enfant, comment il réagit face à différents médiums, face à différentes techniques et voir ce qu'il apprécie plus qu'autre chose et on essaye de s'approfondir dans ça. Et quand on m'avait proposé ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur apprendre? Mais finalement, on peut apprendre tellement de choses. Et il y a toujours quoi donner. Enfin, on peut transmettre des choses et on peut en recevoir aussi, même à partir d'un enfant de 5 ans. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu veux repartir sur un emploi d'architecte? Est-ce que tu veux vraiment te dédier exclusivement à ton art? Mon objectif, même s'il n'est pas très clair, ce serait de pouvoir allier les deux. Parce que ce sont 2 disciplines. En fait, ce ne sont pas des disciplines distinctes. Elles sont parfaitement complémentaires. Et je trouve ça dommage de laisser mon métier, ma profession d'architecte complètement de côté, sachant que c'est quelque chose que j'aime. Ce n'est pas un métier que je déteste ou quelque chose que je déteste faire, au contraire, j'adore ça, mais de façon modérée. Ouais. Donc je me vois bien revenir à l'architecture, certainement, mais pas comme avant. C'est surtout ça. Même si j'arrive pas à me projeter très clairement, je sais que je retournerai à l'architecture, même si je m'en suis pas énormément éloignée. À terme, je voudrais que ce ne soit plus une corvée. Et je pense que cette coupure m'a permis de raviver certaines passions qui font que je reviendrai plus forte et plus épanouie, certainement. Quelle a été ta plus grande peine, Tinhinen? Je ne saurais te dire. Parce que je suis quelqu'un qui refoule énormément ses peines. Et à force de les refouler, c'est pas que je les oublie, mais je les mets dans une boîte et je veux plus les voir ressortir. Donc même quand j'y repense, j'arrive pas à sélectionner un événement ou un souvenir en particulier. C'est juste dans une boîte. Et tu fonctionnes comme ça aussi avec les joies? Ou c'est exclusivement par rapport aux peines et aux échecs? Les joies, je les vis pleinement. Genre là, si je te dis quelle a été jusqu'à aujourd'hui ta plus grande joie ou ta plus grande réussite, ça serait quoi? Est-ce que tu saurais
me dire, ou c'est aussi dans une boîte? Non, c'est aussi dans une boîte dans la mesure où c'est bon, elle est vécue. Je l'ai vécue pleinement. Et je vais pas m'amuser à classer mes joies pour dire voilà, celle-ci c'était la plus grande et puis celle-là c'était un petit peu minime. Non, je vis la chose pleinement et à l'instant où je vis ma joie, c'est ma plus grande joie. À l'instant T. À l'instant T, c'est ma plus grande joie. D'accord. Et je vais pas la comparer à d'autres. Si tu devais être une émotion, ça serait laquelle? Ce serait la colère parce que j'ai l'impression que tout me met en colère et que c'est la plus spontanée de toutes les émotions finalement parce qu'elle vient comme ça. À la limite, quand on la ressent, on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de ressentir à l'instant T. Alors que quand il s'agit de bonheur ou enfin de joie, de tristesse, c'est une prise de conscience d'une certaine situation dans laquelle on y réfléchit et puis on ressent la chose. Alors que la colère, ça vient comme ça se passe et puis hop, on réagit, action, réaction, et je pense que je suis comme ça au quotidien. Elle est porteuse d'une certaine spontanéité dans laquelle je me reconnais. Quelle est la place du doute dans ta vie? Je doute beaucoup. Je doute énormément. Et je doute tellement que, comme je te disais, je me dessine plein de chemins. Histoire d'avoir tout le temps un plan B, C, D, etc. Tu anticipes beaucoup? Énormément. À chaque fois que je me retrouve face à une décision à prendre, là, parfois ça peut être dramatique pour moi parce que je me mets à imaginer un million de scénarios. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est fait, c'est bon. J'y réfléchis plus. C'est bon, on continue, allez, au prochain obstacle, au prochain carrefour, on doutera de nouveau et puis voilà. T'es amoureuse en ce moment ou pas? Oui, je suis amoureuse. Je suis fiancée. Qu'est-ce que l'amour t'apporte en tant que personne et en tant qu'artiste? Ça m'apporte plus de confiance en moi. Parce que je me rends compte que toutes les choses que j'ai accomplies ces 2 dernières années sont liées au fait que je sois tombée amoureuse et que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui, dès le départ, a su déceler peut-être un potentiel que j'avais moi-même pas vu, dont j'avais pas conscience ou auquel je ne croyais pas. Peut-être il était dans une boîte lui aussi. Tu mets des étiquettes à tes boîtes pour te retrouver ou oui, pas? Oui, voilà. Oui. Ah oui, t'es organisée, maniaque. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est très clair pour moi. Et du coup, le fait d'avoir rencontré cette personne, à la différence de ce que je suis, moi, lui, c'est quelqu'un qui est très désordonné, pour ne pas dire bordélique. Et du coup, il est allé fouiller dans mes boîtes, il a trouvé cette boîte-là où il y avait une sorte de potentiel, il l'a sortie, il a dit bon, allez, maintenant on va essayer d'utiliser ça. Et donc, il a toujours été là, derrière moi, à me soutenir, à m'encourager. Et à aucun moment, je n'ai vu de doute. Donc, ça m'a permis de beaucoup m'épanouir, de beaucoup grandir, de beaucoup mieux me connaître. Mais ça m'a permis d'être plus stable dans ma tête. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a su porter un regard extérieur sur moi et qui a su mettre des mots sur ça, les bons mots, pour faire en sorte que je sois une meilleure version de moi-même. Et j'espère de tout cœur avoir réussi à en faire de même avec lui. Là, à l'aube de tes 30 ans, oui. À ton avis, quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises? Le fait d'être vrai, coûte que coûte, quelles qu'en soient les conséquences. Et puis, il y a aussi une grande part de tolérance. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un milieu où on n'allait pas fouiner dans ce que tu penses, ou que ce soit d'un point de vue opinion politique, religieuse, etc. On te pose même pas ce genre de questions, on veut même pas savoir. Et cette valeur-là, enfin si on peut appeler ça une valeur finalement, ça a conditionné toute mon existence après. Et du coup, je me mêle pas de ce qui ne me regarde pas, ce qui m'atteint pas d'une façon ou d'une autre. Et donc, je trouve ça aussi naturel que les autres fassent pareil avec moi, mais c'est pas ce qui se produit.
Je sais pas. Mais c'est pour ça aussi que ça m'atteint pas. Je me dis, ça conne, les pauvres. Ouais. Ils savent pas quel bien procure le fait de s'en foutre de tout. Si une personne vient te demander conseil parce qu'elle veut mettre en avant dans un premier temps ta passion plutôt que ta profession, quel est le conseil que tu lui donnerais qu'on ne t'a pas donné? J'ai pas vraiment demandé l'avis de qui que ce soit avant de prendre cette décision-là. Mais le conseil que je donnerais, ça serait si la personne est convaincue de ce qu'elle veut, même si elle est certaine, elle y a réfléchi et tout, il faut préparer ça. Financièrement, il faut absolument préparer ça. On est d'accord. C'est-à-dire que moi, quand j'en discute avec les autres, j'arrête pas de leur dire, écoutez, ça semble être une décision spontanée, mais c'était pas le cas. J'y pensais depuis un bon moment, et avant de me lancer, quand je me suis dit quand je me suis dit que j'allais m'offrir 3 mois de repos, je me suis dit, attends, les 3 mois là, il faut que tu les prépares. Il faut que pendant ces 3 mois là, tu continues à vivre comme si tu travaillais encore. Et même être encore plus large, c'est réfléchir à plus long terme, parce qu'il faut se dire que oui, je vais arrêter pendant 3 mois, mais peut-être qu'au bout du 4e, je ne trouverai pas de boulot. Peut-être que ça ne sera pas possible de redémarrer tout de suite. Donc il faut réfléchir à tout ça. Et il faut aussi se dire que peut-être que ça va échouer. Peut-être que ça ne va pas vous plaire. Peut-être que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la bonne décision à prendre, que peut-être ce n'est pas la bonne voie. Parce que finalement, ce ne sont que des essais, ce ne sont que des tentatives, même si c'est pour suivre sa passion. Les passions, ça change. Et peut-être qu'en cours de route, on réalise que c'était pas la passion qu'il fallait suivre, peut-être qu'il y en a d'autres. Donc il faut toujours avoir une certaine sécurité financière à côté, et il faut être fort mentalement et se dire que ça risque de ne pas marcher. Alors, je pose toujours à la fin de Meshahou les 2 questions que je vais te poser maintenant. La première, c'est quelles sont les personnes que tu aimerais, toi, écouter à Meshahou? Alors, c'est très difficile parce que les gens que j'aurais aimé écouter sont déjà passés. Donc, c'est en dehors peut-être de la thématique de Meshahou, mais je pense qu'on aimerait tous écouter, même les gens qu'on connaît, avec qui on partage notre quotidien, parce que finalement, cette personne-là qu'on connaît et qu'on fréquente tout le temps, elle va peut-être pas s'ouvrir de la même façon quand elle sera face au micro de Meshahou. Donc peut-être que j'aurais voulu voir tous mes proches ici pour me marrer un petit peu. Ça peut paraître un petit peu sadique, certes. Mais du coup, il y a une artiste qui m'intrigue pour répondre plus sérieusement à la question. Bon, c'est une artiste assez renommée actuellement, c'est Majda Ben. C'est une artiste peintre. Et la dernière question que je pose, Tinhinen, c'est qu'est-ce que pour toi Meshahou? Meshahou, c'est une occasion de se connaître à travers les autres. Parce que je suis bien heureuse d'avoir écouté les Meshahou de tous ceux qui sont passés avant moi, avant d'être passée moi-même ici, parce que ça permet de se reconnaître ou pas à travers les histoires d'autrui, et ça c'est génial. Merci beaucoup Tinhinen. Merci beaucoup Taous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à notre invitée d'être venue nous raconter sa Meshahou. Pour la suivre et prendre contact avec elle, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahou, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahou en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahou et à très bientôt.